qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal, qui est rattaché à l'Institut national de la recherche scientifique. Et donc il va nous proposer une communication sur la question des néo-ruraux au Québec, avec à la fois une lecture du capital environnemental, mais qu'elle va associer au capital politique en fait, au sein de ces territoires. Donc vous avez 20 minutes. Bonjour à tous, je suis vraiment contente de participer à votre colloque, même si c'est à distance et que ça crée parfois des problèmes de connexion. Je vous ai préparé un diaporama pour que ce soit plus facile pour vous de me suivre. Le titre de ma communication, c'est les néo-ruraux au Québec, derrière l'environnement, le politique. Alors, mon plan va être en 4 parties. D'abord, une courte introduction pour vous indiquer le point de départ de ma recherche. La première partie, je vais vous expliquer un peu comment se situe la recherche sur la néo-ruralité au Québec. La deuxième partie, les repères théoriques et méthodologiques, très très brièvement, pour se concentrer au cœur de la communication, qui sont les enjeux environnementaux et les enjeux politiques, pour terminer par une conclusion. Alors, en introduction, disons que mon point de départ, ça a été mon intérêt pour analyser les interactions locales et les rapports de pouvoir liés à la recomposition socio-démographique des campagnes. J'avais remarqué qu'il y avait peu d'études sur ce sujet et qu'on réduisait souvent les conflits au seul conflit entre néo-ruraux et ruraux urbains, alors qu'il y avait d'autres acteurs qui me semblaient importants et qu'on excluait entre autres les décideurs, c'est-à-dire les élus municipaux, les dirigeants d'organismes. Alors j'ai décidé d'essayer de relever ce défi en faisant une analyse en 2012 sur les interactions de tous ces acteurs-là autour de tous les enjeux locaux, c'est-à-dire démographiques, économiques, sociaux, culturels, politiques et environnementaux. Alors, mon objectif de la présentation est de se centrer uniquement sur les enjeux environnementaux pour dégager les jeux de pouvoir, les représentations, intérêts, valeurs sous-jacentes, les pratiques et les investissements de 4 types d'acteurs dans le capital environnemental. Alors, les 4 types d'acteurs, ce sont les néo-ruraux, les ruraux de longue date, les dirigeants d'organismes et les élus municipaux. Et ces 2 derniers acteurs, je les identifie parfois comme les décideurs dans la présentation. Vous allez voir qu'en cours de route, j'ai ajouté l'enjeu politique parce qu'on y trouve des rapports de domination significatifs qui offrent un éclairage complémentaire à notre sujet. Et je vais vous dire aussi que lorsque j'ai fait cette recherche, je ne l'ai pas fait avec l'approche du capital environnemental, je l'ai fait avec une autre approche, comme vous allez voir, de sorte que mon apport ici va être plus modeste en ce qui concerne les atouts et les lacunes de cette approche. Alors, comment se situe la néo-ruralité au Québec? Je vais vous dire d'abord que l'apparition est plus tardive qu'en Europe au tournant du 20e siècle. Il y avait dans les années 1950-1990 une thèse au Québec qui était la thèse du fait du rural. Et suite à ça, on a commencé à avoir un certain renouveau de l'espace par opposition à la période précédente de désertification et d'exode des jeunes. Et juste pour vous imaginer un peu ce qui arrivait, on disait Québec, dans les régions scolaires remplies de gens qui partaient des régions pour venir s'installer à Montréal. Et Montréal et ces régions environnantes concentrent la moitié de la population québécoise. C'est vous dire que les régions ne sont pas densément peuplées. Alors, j'avais aussi remarqué que les chercheurs qui étaient interdisciplinaires, qui se concentraient sur ce sujet, étaient très dispersés, traitaient de sujets très variés, motifs de migration, profil des néo-ruraux, intégration, impact, et qu'il n'y avait pas de portrait d'ensemble. Alors, suite à cette réalité, j'ai décidé de créer en 2008 un groupe de recherche sur la migration ville-campagne et néo-ruraux pour, d'une part,
chercheurs qui se sont réunis à l'occasion de différents colloques. Et pour aussi réaliser 2 numéros spéciaux où j'ai comparé la situation de la néo-ruralité entre le Québec et la France. Je vais vous dire ici 4 principaux constats qui sont tirés de cette comparaison. D'abord, ce sont les mêmes motifs de migration de part et d'autre de l'Atlantique. Qualité de vie et environnement sont vraiment décisifs. Ensuite, il n'y a pas de rupture définitive avec la ville, parce qu'il y a une mobilité continue entre les deux. Et aussi, il y a un retour selon les différentes étapes de la vie. Par exemple, les parents désirent revenir à Montréal lorsque les enfants sont adolescents pour leur permettre d'avoir une éducation plus adaptée à leurs besoins, parce qu'il y a plus de choix de programmes scolaires à Montréal. Ensuite, les impacts similaires positifs entre le Québec et la France, création d'emplois et de services, bénévolat, surtout les retraités, etc. Et enfin, il y a une même inquiétude de l'embourgeoisement rural de part et d'autre de l'Atlantique. Maintenant, les repères théoriques. Les approches sur la multifonctionnalité de l'espace rural et des conflits d'usage et de voisinage sont à la base de ma recherche, c'est-à-dire toute la question de publicisation de la campagne due à la popularité du cadre de vie et de la nature. Je réfère ici aux études sur la migration d'agréments et de style de vie que vous connaissez sans doute, où on parle beaucoup de 4 fonctions souvent antagoniques qui sont ici vraiment le cœur de cette approche: la fonction productive, résistentielle, récréative et préservation. Et cette multifonctionnalité entraîne des conflits et des alliances au sujet de l'usage et du contrôle par des acteurs rivaux ayant des valeurs, des intérêts et des représentations opposées de la campagne. Cette approche est pertinente pour saisir ce que je voulais analyser, c'est-à-dire les rapports de pouvoir et le sens des interactions et les investissements diversifiés des 4 acteurs dans le capital environnemental. Bref, pour saisir les enjeux des conflits en les articulant à des conceptions très différentes de la campagne, comme on va le voir le plus loin. On remarque ici le rôle déterminant des décideurs dans la régulation des divers usages et la gestion de l'intérêt général. Et ça, j'attire votre attention sur cet aspect. Maintenant, les repères méthodologiques. Ma recherche a eu lieu dans 2 terrains au sud du Québec. Et Greta, je vais te demander tout de suite de passer à la diapositive suivante parce que vous allez mieux comprendre avec une carte. Alors, vous voyez la carte de mes 2 terrains d'études. Dans le petit encadré à gauche, à noir, je ne sais pas si certains sont familiers avec le Québec. Il y a le fleuve Saint-Laurent que vous voyez. Et mes 2 terrains se situent au sud du fleuve Saint-Laurent, à la limite, à la frontière des États-Unis. J'ai vraiment cherché à avoir 2 terrains très contrastés parce que je voulais un peu avoir le portrait de la néo-ruralité dans deux territoires qui étaient très différents. Alors, d'une part, vous avez en haut à droite la MRC d'Arthabasca, MRC, municipalité régionale de Contrée, c'est une instance décisionnelle ici au Québec. Alors, la MRC d'Arthabasca est une région caractérisée où il y a beaucoup d'emplois, où il y a une migration d'actifs. Et elle est caractérisée, c'est une région agricole et industrielle reconnue entre autres pour ses fromages et la culture de canneberge. Par contre, comme je vous ai dit, c'est surtout des actifs, des jeunes qui migrent dans cette région. La MRC de Brome-Missisquoi, qui est vraiment à l'opposé, qui est une région touristique et viticole, où il y a de très beaux paysages. Vous voyez à droite, il y a le massif du Mont Sutton, qui est identifié par des petits picots. Vous avez le lac Champlain à l'extrême gauche, dont je vais vous parler un peu plus tard. Et je
je vous fais remarquer à côté du massif du Mont-Sutton le village d'Abercorn où je vis, où j'ai pu observer, entre autres, certaines luttes autour de l'environnement, dont je vais vous parler si j'ai le temps. Alors, j'aimerais que tu retournes à la diapositive précédente. J'ai fait des entrevues auprès de 93 individus, 47 néo-ruraux, 24 ruraux de longue date, 12 dirigeants d'organismes ou d'associations locales très diversifiées, autant dans le domaine social, économique, culturel, et finalement 10 élus municipaux qui sont tous des maires et tous des ordres. Maintenant, j'ai mis pour vous, mais je ne le commenterai pas précisément, un tableau des caractéristiques, des principales caractéristiques de ces acteurs. Je vais vous les résumer brièvement. Les néo-ruraux et les dirigeants sont les plus scolarisés, avec majoritairement des diplômes universitaires. Les élus municipaux sont les plus âgés, avec plus de 40 ans, et les plus sédentaires aussi. Peu ont quitté leur territoire d'origine, comparativement par opposition à tous les autres qui ont vraiment une mobilité frappante. Ils ont voyagé au Québec, ailleurs au Canada, dans les autres provinces et aussi à l'étranger. Et avant de passer aux enjeux environnementaux, je veux souligner que les principaux motifs de migration renvoient toujours aux qualités environnementales, physiques et sociales du territoire convoqué. Alors, je les énumère ici: beauté des paysages, nature sauvage, vaste espace, air pur, cadre de vie paisible et sécuritaire, convivialité, vie communautaire dynamique, loisirs de plein air. Je pense que c'est à peu près la même situation qu'on retrouve en France. Alors, on va sauter la prochaine diapositive, puis on va passer directement aux enjeux environnementaux et aux enjeux politiques. Alors, mon objectif dans ces deux parties, sur les deux enjeux, c'est de vous présenter les principaux objets de débat, les convergences et divergences entre les acteurs, puis les rapports de pouvoir dominants qu'on peut y déceler. Puis pour faciliter la compréhension, étant donné qu'on est à distance, j'ai schématisé un peu en faisant un tableau pour saisir dans un coup d'œil les convergences que j'ai indiquées par le chiffre égal, les silences qui sont très significatifs, et les différences que j'ai identifiées par le signe différent. Alors, sautons dans les enjeux environnementaux, les néo-ruraux. J'ai divisé mon tableau en 4 parties. Vous avez les 4 acteurs. À gauche, les néo-ruraux. Dans le milieu, les décideurs, c'est-à-dire les élus municipaux et les dirigeants d'organismes. Et à l'extrême droite, les ruraux de longue date. Le premier enjeu qui est soulevé par les néo-ruraux, vous avez la colonne de gauche, c'est la protection de l'environnement et la sensibilisation de la population. Protection de l'environnement, surtout des sites sensibles, les étangs, les boisés, les zones montagneuses. Et tous mentionnent l'urgence du développement durable et de l'équilibre dans le développement économique. L'équilibre, entre le développement économique, social et environnemental. Et j'attire votre attention sur cette notion d'équilibre qui vraiment prédomine dans les perceptions des néo-ruraux, qui va expliquer beaucoup les conflits qu'il va y avoir avec les autres acteurs. Vous remarquerez que seuls les dirigeants d'organismes adhèrent à ces enjeux des néo-ruraux, alors que les élus municipaux, les ruraux de longue date, n'en parlent pas. Plutôt, ils vont parler d'autres sujets. Les décideurs vont déplorer la vision idyllique des néo-ruraux, et les ruraux de longue date, eux, vont déplorer leur exclusion due à l'embourgeoisement qui est lié à la valorisation des néo-ruraux des espaces verts. Et cette valorisation fait augmenter la valeur foncière et le taux de taxation, surtout dans la région de Brome-Missisquoi, et ceci suscite énormément d'animosité par rapport aux gentrifieurs. Le deuxième enjeu, qui est celui qui est le plus partagé en fait, c'est celui de la réduction de la pollution.
par opposition à la dégradation des écosystèmes aquatiques et terrestres et de la pénurie d'eau potable, qui est vraiment un gros problème dans la MRC de Bois-Missisquoi. Et aussi toute la question des algues bleues dans le lac Champlain que vous avez vu à l'extrême gauche de la carte. C'est vraiment un gros problème. Alors, les élus municipaux et les ruraux de longue date adhèrent à ces enjeux, mais les dirigeants d'organismes n'en parlent tout simplement pas. Quant au troisième enjeu, qui est la préservation des paysages, par opposition à une approche non écologiste et la perte du cachet villageois et du capital naturel, les autres acteurs, seuls les néo-ruraux en parlent et les autres acteurs n'en parlent tout simplement pas. Alors, que conclure de ces enjeux environnementaux? D'abord, émergent des conceptions, des valeurs, des intérêts divergents sur l'usage des espaces naturels. Il manque 5 minutes. D'accord. Ils engendrent des clivages et des rapports de force entre défenseurs écologiques et promoteurs de projets. Ensuite, vous voyez que les conflits sont beaucoup limités à une opposition duale. Néo-ruraux ne sont pas limités. Il ne faut surtout pas les limiter parce qu'il y a d'autres acteurs qui interviennent et que tous contribuent à alimenter les confusions. Et donc, les investissements des néo-ruraux québécois dans le capital environnemental se heurtent à des résistances de la part des autres acteurs qui portent des définitions. Mais tout ça, ceci dit, une compréhension était complète sur ces jeux de pouvoir, puis ça m'a obligée à aller chercher ailleurs certaines clés d'interprétation supplémentaires, à savoir dans les enjeux politiques. Alors, très rapidement, les enjeux politiques concernent deux types d'enjeux qui sont relevés par les néo-ruraux. D'abord, la gestion des municipalités, c'est-à-dire ils réclament une saine gouvernance par plus de transparence, plus d'ouverture et plus de participation citoyenne. Les dirigeants d'organismes et les ruraux de longue date adhèrent à cet enjeu et d'ailleurs, c'est le seul enjeu que tous les acteurs partagent en commun. Le deuxième enjeu va être complètement passé sous le silence. Les élus municipaux, pour le premier enjeu, vont plutôt mentionner l'aspect financier. Ils vont mentionner le coût élevé des services et l'insuffisance des ressources financières. Ils vont beaucoup critiquer les demandes urbaines et coûteuses des néo-ruraux, par exemple la demande de transport collectif. Le deuxième enjeu, qui est l'aménagement territorial par les municipalités, est vraiment passé sous silence par les autres acteurs. Il s'agit de l'amélioration de la cohérence dans la planification, c'est-à-dire le respect du plan d'urbanisme et du règlement de zonage, par opposition au favoritisme, aux décisions précipitées. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ces enjeux politiques? On remarque beaucoup de controverses entre les néo-ruraux et les élus sur l'administration municipale, l'agacement des élus devant les requêtes coûteuses, les frustrations des néos devant leur exclusion. Dans mon village, entre autres, j'ai vu un 22 décembre le budget voté devant personne parce que tout le monde était dans les préparatifs de Noël. Donc, il y avait une perte de confiance mutuelle. D'un côté, les néo-ruraux refusent ces pratiques jugées inadéquates. De l'autre, les élus interprètent ces démarches comme des perturbations et une menace à leur capacité de gérer leurs biens publics, de sorte qu'ils vont marginaliser les néo-ruraux. Ensuite, on remarque la conflictualisation de l'aménagement rural provoquée par les différents éléments que vous voyez en dessous, que je n'énumère pas parce que par manque de temps. Mais j'attire votre attention sur l'intimidation. Avec un exemple dans mon village, il y a eu un projet d'installation de carrière dans une zone agricole et donc la formation d'un groupe pour s'opposer. Et un des membres de ce groupe est devenue conseillère municipale et elle a eu beaucoup de menaces, un raton laveur installé dans sa boîte à mal rurale, plein d'intimidation justement pour contrer les actions de ce groupe de pression. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que tout se passe
passe sous silence cet enjeu, même si c'est un pan vraiment fondamental des responsabilités municipales et du rôle de l'élu municipal. Donc, ces pratiques irrationnelles de gestion, ces accro-planifications prévues ont un impact inévitable sur les orientations environnementales et les investissements des acteurs dans le capital environnemental. Puis ils apportent un éclairage parce qu'ils sont source de querelles sur les orientations environnementales. Je conclue. En conclusion, je vais vous mentionner 4 constats tirés de l'exemple du Québec. Cet exemple a permis de cerner des investissements diversifiés de plusieurs acteurs souvent concurrents dans le capital environnemental et de dresser un portrait plus global des dynamiques à l'œuvre en intégrant les 4 acteurs. 2 visions différentes sur l'usage des espaces naturels et du développement du territoire québécois s'en dégagent. D'abord, une vision d'une campagne petite où l'environnement champêtre est protégé pour conserver l'authenticité du villageois. Et ensuite, une campagne axée sur le développement et le tourisme de masse. Mais ça serait réducteur de dire que c'est une opposition entre conservation et développement, car les deux prônent un développement, mais qualitativement et structurellement distincts. Les enjeux politiques, et c'est le cœur de mon propos aujourd'hui, sont venus raffiner la compréhension, car c'est dans cet espace que se prennent des décisions névralgiques sur la planification territoire, lesquelles auront un impact, comme on l'a vu, direct sur les orientations environnementales. Ce sont surtout les élus municipaux qui sont au cœur des polémiques, on l'a vu. Et enfin, je lance une question. Est-ce que la mobilisation des différents acteurs dans l'environnement, est-ce qu'elle ne favorise-t-elle pas en réalité le choc de 2 capitaux, c'est-à-dire le capital environnemental et le capital politique? Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on pose des questions maintenant pour Myriam ou est-ce qu'elle nous entend? Tu nous entends, Myriam? Je n'entends pas. Ah. Je pense qu'il faudrait venir dans le micro de Greta parce que j'entends pas quand vous êtes loin. Il y a comme une déformation de la voix. S'il y a une question, on peut-être pas entendre beaucoup parce que là, les conditions ne sont pas bonnes. J'entends pas, je suis désolée. Oui. Ils vont s'approcher maintenant. Est-ce que tu peux lui demander si dans son exposé, c'est comme si le capital environnemental, il existait de fait. Donc c'est une reconnaissance, même pas tacite, explicite du concept en tant que tel. Peut-être qu'il faudrait venir dans le micro. Oui, alors je te répète la question de Frédéric Richard. En fait, il semble que dans ton exposé, le capital environnemental est presque tacite, qu'il existe de fait. Est-ce que... Excusez-moi, j'entends pas. Alors, vraiment, il y a une déformation du son, c'est vraiment malheureux. Tu m'entends? Peut-être parler plus lentement, parce que c'est beaucoup d'écho. Peut-être enlève le micro. Peut-être éloigne le micro et... Alors, je demandais, Fred posait la question, est-ce que le capital environnemental est il semble presque tacite, implicite peut-être dans ta présentation? C'est quelque chose qui va de soi presque? Oui, je l'ai mentionné au tout début de mon propos, j'ai pas fait ma recherche avec cette approche de sorte que j'ai pas axé ma recherche. C'est vraiment un petit noyau de mes données que j'ai tiré de ma recherche. Je l'ai pas fait avec l'approche capital environnementale. Alors j'ai essayé d'utiliser au maximum mes données pour coller davantage au thème du colloque, mais je suis parfaitement consciente et j'en suis désolée que mon apport est limité ici, mais
Mon principal apport, c'est de dire que finalement, par rapport au capital environnemental, on ne peut pas le dissocier du capital politique, de d'autres acteurs, parce que ça vient interférer au niveau des orientations du développement et entre autres des orientations du développement environnemental. Et de sorte qu'il faut considérer une juxtaposition de ces deux enjeux. C'est mon principal propos. D'accord, merci. On ne peut pas faire l'économie de considérer les enjeux politiques. On ne peut pas regarder le capital environnemental en vase clos, à mon avis. Alors, il y a une autre question. Je te laisse la dire. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bon. Je voulais savoir si les catégories que vous avez faites sont mutuellement exclusives, c'est-à-dire avez-vous observé des difficultés à catégoriser les interviewés? Est-ce qu'on peut avoir des néo-ruraux qui s'investissent aussi, qui sont des élus, qui deviennent des élus, ou des néo-ruraux qui sont responsables d'associations, ou des résidents de longue date qui sont aussi des décideurs? Et s'ils sont les deux, si les catégories fusionnent, comment ça s'inscrit différemment dans votre discussion et dans les conclusions? Oui, parfois il y a je vais vous dire la définition, la distinction entre néo-ruraux et ruraux de longue date, c'est un séjour de 20 ans dans la municipalité. Au bout de 20 ans, les néo-ruraux deviennent des ruraux de longue date. D'après la littérature internationale, c'était un peu la marge. Alors ça, c'est la première distinction, mais oui, il y a des néo-ruraux qui sont devenus des dirigeants d'associations, mais pas de néo-ruraux qui sont des maires et c'est-à-dire des élus. Merci. Bon, je suis désolée Myriam, mais le temps passe et on a déjà 3 quarts d'heure de retard. Donc on va être, et comme après il y a des ateliers, on va être obligé de raccourcir le temps et passer à la prochaine communication. D'accord, parfait. Alors, au revoir. Merci. Est-ce que tu souhaites rester en ligne ou pas? Ah oui. Voilà, donc, si ça ne dérange pas au déroulement. Parfait. Oui, j'aimerais. Très bien, alors on reste en ligne, je déplace l'ordinateur.